Bonjour à tous et bienvenue sur TVC Bremen, notre émission fétiche Les gens d'ici, dans les conditions du direct, et nous avons enregistré depuis la Petite Auberge à Mousillon, un nouveau restaurant à Mousillon. De toute façon, il n'y en a qu'un à Mousillon, comme ça on est sûr de le trouver, et c'est en face de la mairie. Il n'y a aussi qu'une seule mairie à Mousillon d'ailleurs. Notre premier invité, Pierre-André Perouin, il est maire du Palais, et il est président de la communauté de communes de Valette. Monsieur le Président, bonjour, bienvenue sur notre antenne. Et puis tout de suite, moi j'ai envie de vous poser une question qui interpelle pas mal de citoyens de cette région. C'est la communauté territoriale et éventuellement, puisqu'on en parle beaucoup, du projet de réforme de cette territorialité. Alors tout d'abord, Monsieur le Président, dans notre beau pays, il existe d'abord la nation, et puis la région, et puis le département, et puis les communautés de communes, et enfin la commune. J'allais dire, comment est-ce qu'on peut s'y retrouver dans tout ça? Oui. Alors d'abord la commune. Comme vous voulez. La chose la plus importante, la chose à laquelle sont attachés les gens, en effet. Sans commune, bon, je crois qu'aujourd'hui on le voit tous les jours. Le maire et son équipe, on est très sollicités par les demandes des uns et des autres. Et je pense que c'est l'étage de proximité qui est nécessaire. Bon. Ensuite, la communauté de communes. La communauté de communes, je pense que c'est un dispositif qui met un certain nombre de moyens à disposition des communes qu'elles ne peuvent pas exercer seules. Moi, je me rappelle, lors de la présentation que nous avons fait à l'ensemble des élus au début du mandat, on a prouvé, et on le montre tous les jours, qu'un certain nombre de missions ne peuvent pas être exercées par la commune seule. C'est pas possible. Vous voulez dire au plan financier peut-être? Au plan financier ou au plan organisation. Il est bien clair que quand on prend certaines compétences... Par exemple écoutez, je pense qu'une compétence... Je vais vous parler d'une compétence que l'on pourrait imaginer qui n'est pas aujourd'hui. Sans doute la compétence de la petite enfance. On a inauguré récemment le chouchou au Palais. Et là, on s'aperçoit que sans doute le dispositif qui est aujourd'hui intercommunal pourrait être sans doute déployé au niveau de la communauté de communes. Et je pense que ça peut offrir un service à l'ensemble des populations. Les transports peut-être, par exemple. Alors, les transports, le développement économique. Développement économique, on ne peut pas imaginer un développement économique dans chaque commune. Je pense qu'aujourd'hui, ce développement commun, il soit vu au niveau d'un territoire. Aujourd'hui, il est vu au niveau de la communauté de communes, qui est l'organisateur, mais qui est aussi celui qui, aujourd'hui, finance les zones, les met en place, les commercialise, anime le réseau des entreprises, puisque aussi, notre rôle aussi, c'est d'aller au-devant des entreprises, de les écouter, pour voir dans quelle mesure on peut les aider, puisqu'on peut faire aussi. Parce que tout ça, pour le développement économique, l'essentiel, c'est de l'emploi. Et c'est à ça que nous sommes aussi très attachés. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, ça doit générer de l'emploi et ça doit, si possible, également garder l'emploi sur le secteur. Très bien. Après, alors le département, autre échelon. Alors le département, comment est-ce que tout ça s'articule entre une communauté de communes, donc le rassemblement d'un certain nombre, vous venez de le dire, de communes dans un secteur géographique défini. Bon, et puis alors le département là-dedans. Alors il a d'autres compétences lui aussi. Oui, c'est sûr que c'est certainement un peu compliqué parfois pour les gens de comprendre le département, la région. Je prends un exemple qui est un exemple qui quelquefois on peut avoir un peu de mal à comprendre. Les lycées sont gérés par la région, les collèges gérés par le département. Bon, effectivement, je pense que sur ce sujet, il y aurait peut-être une meilleure façon d'organiser les choses. Les routes, écoutez, là c'est au département, mais on a aussi le niveau national, niveau au-dessus. Bon, là aussi c'est parfois compliqué parce que nous, lorsqu'on a des projets, on doit quelquefois discuter avec les deux. C'est le cas en ce moment, on a un projet sur Valette important. Actuellement, on parle à la fois avec le département pour un problème routier, et on parle aussi avec l'État, la DIRO notamment, pour des aspects sur des routes nationales. Bon.
Alors l'État, justement, là, dans la nation, je disais tout à l'heure, enfin, ou ce qu'il en reste, bon, on va appeler ça l'État. Et l'État, là-dedans, on a l'impression qu'il se débarrasse, entre guillemets, de pas mal de problèmes, et qui passe le tas de neige là, chez le voisin, c'est-à-dire soit à la région, soit au département. Oui, et puis aux communes aussi. Et aussi aux communes. Parce qu'aujourd'hui, c'est des transferts de compétences qui sont non assumés. Et quand je dis non assumés, c'est-à-dire financièrement. Je crois que le premier qu'on a connu et qu'on a tous à gérer et qui n'est pas, dont l'issue n'est pas absolument terminée, puisque ce sera compliqué sans doute, c'est ce qui concerne les rythmes scolaires. C'est ça, voilà. Ah, alors justement, où en sommes-nous avec ces rythmes scolaires? Parce que si j'ai bien compris, il y a des communes qui ne sont pas d'accord tout à fait avec les rythmes imposés par l'État. C'est compliqué, c'est très compliqué à mettre en œuvre. Enfin, nous, on nous a redonné l'organisation de ça, comme on nous avait demandé à une époque d'organiser ce qu'on appelle les ADZEM, qui sont les aides, vous savez, auprès des professeurs pour les petites sections. Aujourd'hui, on doit organiser ça dans un cadre législatif. C'est très difficile à mettre en œuvre. On a la possibilité de le mettre en œuvre un peu comme on le souhaite, mais à condition qu'effectivement les heures soient respectées, que le taux d'encadrement soit respecté. Aujourd'hui, d'abord, premièrement, c'est très coûteux pour les communes. Oui. Moi, j'ai dit dès le début, pour ma commune, c'est quelque chose qui coûte à peu près 35 000 €. Donc, vous imaginez bien qu'aujourd'hui, c'est sans doute un peu compliqué à supporter. Les aides ne compensent pas cela. Et puis également, il faut aussi embaucher du personnel, former du personnel, parce que c'est une mission quand même importante que de s'occuper de petits-enfants. On ne peut pas mettre n'importe qui à encadrer des enfants. Bien sûr. Alors vous, qui êtes maire du Palais, votre position à ce sujet-là, par rapport au rythme scolaire? Même ma position, elle est simple, c'est que je pense que c'est quelque chose qui ne donne à mon avis pas de résultat en l'état. Je pense qu'effectivement, comme il avait été dit, 144 jours d'école, c'était pas suffisant. Oui, sans doute. Oui, vous êtes d'accord avec ça déjà? Oui, mais ça c'est évident. Mais je pense qu'il aurait fallu aller chercher du temps un petit peu ailleurs, sur les vacances. Et puis peut-être qu'il aurait fallu aussi faire comprendre aux parents qu'il fallait qu'ils y laissent un peu de vacances d'été, ou qu'on pousse un peu, qu'on avance un petit peu la rentrée. Mais je sais aussi très bien que si un jour cela est proposé, ce sera une difficulté par rapport aux acteurs économiques de notre pays, qui diront effectivement vous avez reculé les vacances, donc voilà, vous voulez reculer. Donc en fait on a moins de vacances. Donc, au bout du compte, les acteurs économiques, notamment le tourisme, par exemple, diront écoutez, non, on ne souhaite pas. Donc, il faut trouver la meilleure solution. Bien sûr. Alors, dans notre beau pays de France, il semblerait que nous soyons sous un régime républicain. Bon. Alors, la République, c'est 3 choses à l'origine, c'est-à-dire le Parlement, le département et la commune. Là-dessus viennent s'insérer la région et les communautés de communes. Est-ce que c'est toujours républicain, selon vous? C'est sans doute républicain parce que ça fonctionne. Oui. C'est aussi ça qui est important, ça offre un service à l'ensemble des populations. Le problème de supprimer des étages, il faut aussi les remplacer, ces étages, par un autre modèle qui fonctionne. Or, aujourd'hui, très franchement, il y a sans doute pas beaucoup de solutions possibles pour mettre en œuvre une réforme de ce type, du moins de façon brutale. Moi, vous savez, je suis dans les choses qui sont graduelles. Je pense qu'on peut faire des choses graduellement. Soft, comme disent les Anglais. Soft, absolument, oui. On peut le faire de façon graduelle. Il y a des choses qui sont, qu'on peut muter assez facilement, sans doute, et d'autres qui sont certainement beaucoup plus compliquées. Moi, je vous prends un exemple. L'exemple récent, et c'est un exemple dans lequel nous sommes en pleine discussion sur ce sujet. Vous savez que les permis de construire aujourd'hui, qu'ils sont déposés dans les communes, en fonction des communes, la commune, elle instruit plus ou moins le permis de construire en fonction de son dispositif, qui est généralement le plan d'occupation des sols dans le temps, et aujourd'hui le plan local d'urbanisme. Ce qu'on appelle le PE. Le plus, voilà. Une fois que le document est donc préparé, à différents niveaux en fonction des communes, il est envoyé à ce qu'on appelle la DTTM, l'État. Aujourd'hui, l'État nous dit, nous abandonnons l'instruction des permis de construire. D'accord. Donc aujourd'hui, ça va revenir quelque part. Voilà. Alors, ça revient soit dans la commune. Si la commune a la chance d'être organisée pour pouvoir le faire, ça ne posera aucun problème. Si la commune n'est pas organisée, elle doit créer une strate intermédiaire pour pouvoir instruire ses permis de construire. Donc c'est sujet en ce moment sur la communauté de communes. On a 6 communes, il y a des communes qui instruisent, d'autres qui instruisent à moindre niveau, mais on a besoin d'un étage supérieur.
Donc aujourd'hui, il va falloir créer cet étage supérieur. La question de fond, c'est où mettons l'étage supérieur? C'est ça. L'idée, c'est soit de le mettre à la communauté de communes, ou de le mettre à un étage supra, qui serait le syndicat de pays. Parce que vous oubliez aussi, vous avez oublié ces strates. Le syndicat de pays. Le syndicat de pays. Avouez que j'ai quelques excuses à l'oublier. Et qui lui porte le SCOT, donc le schéma de cohérence territoriale, qui est l'organisation supra. Et que sans doute, il faut qu'on y réfléchisse. Et nous sommes dans les décisions en ce moment en train de voir comment on peut faire. Surtout que, bien si on le prend de façon supra, c'est au niveau du SCOT, ça s'applique forcément pas aux 6 communes de la communauté de communes, mais aux 28 communes que constituent, qui sont rassemblées autour du syndicat de pays. Donc vous voyez que c'est pas si simple que ça. C'est bien pour ça que je me permettais de vous interroger sur le sujet. Enfin, en tout cas, bon courage, Monsieur le maire, Monsieur le Président, dans toutes ces strates en question. Alors, avec tout ça, il faut qu'on parle un petit peu d'Europe quand même. Comment ça s'articule vis-à-vis de l'Europe, toutes ces strates françaises ou nationales? Parce que ça va encore être une question importante. Oui, l'Europe, mais est-ce que la chose est la même entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud? Sûrement pas. Sûrement pas. On le voit bien d'ailleurs. Je pense que tout ça est extrêmement complexe. Nous, aujourd'hui, on bénéficie de fonds européens, par exemple, pour certaines actions, et notamment le syndicat de pays qui, aujourd'hui, est l'organisateur avec la région. Les fonds leaders et les fonds FEDER, aujourd'hui, distribuent de l'argent pour des projets. Et c'est plutôt pas mal qu'il en soit ainsi. Oui. Maintenant, tout ça est un peu, je dirais, compliqué. Je pense qu'aujourd'hui, la question, c'est le citoyen, aujourd'hui, il est un peu perdu dans toutes ces strates d'organisation. Et pourtant, tout ont leur place, toutes mènent des actions. On peut pas dire qu'il y a des strates inutiles. Vous pensez qu'il n'y a pas de strates inutiles? Non, simplement, et peut-être qu'il y a moyen de compresser ces strates. Ce serait bien. Ce serait bien. Mais ça se fera pas comme ça et de façon brutale. Vous voyez bien que nous on le voit aujourd'hui, des réformes, la DTTM par exemple qui n'instruira plus, c'est 1er juillet 2015. C'est demain. C'est demain. C'est demain. Il faut s'organiser. Le rythme scolaire, c'est quelque chose qui s'est fait sous une année et demie. Il a fallu s'organiser. C'est parfois difficile. Alors, il y a quelques interrogations également de la part des citoyens de ce pays sur le devenir des départements. Et il y a des citoyens qui sont, entre guillemets, départementalistes plutôt qu'autre chose. Alors, quid des départements? Vous êtes peut-être renseigné un peu plus que le citoyen lambda sur le devenir des départements. Est-ce qu'on va les supprimer? Est-ce qu'on va les garder? Comment ça va se passer? Parce que je suppose que toute formation politique réunie, il y a des gens qui n'entendent pas que les départements soient supprimés. Que vont devenir les conseils généraux qui tiennent à leur poste? Je ne crois pas que ces décisions-là sont des décisions politiques. Vous ne croyez pas? Écoutez, je ne crois pas, parce que aujourd'hui, c'est le département a un certain nombre de compétences qui, demain, admettons qu'on veuille supprimer le département, qui exercera ses compétences. Soit aujourd'hui, on pourrait l'imaginer, oui, la plus grande soit chose, aujourd'hui. Le département aujourd'hui comme compétence. Un peu les collèges, vous le disiez tout à l'heure, le social, c'est déjà pas mal, mais enfin. Oui, c'est quand même quelque chose d'important. Oui. Aujourd'hui, si on regardait, effectivement, la région pourrait reprendre un certain nombre de missions. Et puis également, alors après, ces missions qui restent, où les exerce-t-on? Donc peut-être dans les communautés de communes, PCI, voilà. Bon, il faudrait qu'on le sache si... Vous êtes favorable au maintien des départements, Monsieur le Président? J'ai du mal à me positionner sur le sujet, parce qu'aujourd'hui, il faut connaître l'ampleur des choses. C'est-à-dire, si on maintient le département, quel est le rôle du département? Aujourd'hui, en plus, en Loire-Atlantique, il y a une particularité quand même, qui est la création de la métropole. Donc on sait très bien que lorsqu'il y a la création d'une métropole, le département perd un certain nombre de compétences, puisque les compétences retournent dans la métropole. Donc tout ça est à écrire. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que les choses soient claires. Elles ne le sont pas aujourd'hui. C'est un peu là le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est un petit peu dans des dispositifs aujourd'hui où on va en 2 pas en avant et puis 3 pas en arrière. D'accord.
Je pense qu'à un moment, il faut se calmer, il ne faut pas non plus agiter les choses d'une façon trop importante, parce que à la fois, on bouge du côté des municipalités en leur donnant un certain nombre de compétences, on parle aujourd'hui du département, on a aussi une volonté aujourd'hui, et l'État pousse très fort pour qu'il y ait un rassemblement de PCI ou des rapprochements de PCI. Vous savez que bon... aux dernières élections, ça ne s'est pas fait, et j'étais moi-même pas favorable. Je dis bien pas contre, mais pas favorable dans la méthode et la façon dont on voulait le faire faire. Aujourd'hui, je suis favorable à un certain nombre de choses, que sont le rapprochement de compétences. Je prends un exemple. Et il y a un exemple qui va parler à tout le monde. C'est l'exemple de la répurgation, enfin des poubelles. Oui. Ah bah ça, c'est... Je pense qu'aujourd'hui... les ordures ménagères. Les ordures ménagères. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, en regardant notre territoire, 4 communautés de communes, chacun a son système de déchetterie. On ne peut accéder qu'aux déchetteries de son propre secteur. Les dispositifs de ramassage des ordures sont soit en régie, soit sous-traités. Chacun est en gros sur un périmètre de 20 à 30 000 habitants. Imaginez-vous si demain nous nous mettions ensemble. On est sur un périmètre de 90 000 habitants. L'idée, ce serait de pouvoir utiliser les déchetteries qui sont sur l'ensemble de votre territoire. Moi, si je regarde pour ma commune, je suis aujourd'hui plus près de la déchetterie de la Foissière que de la déchetterie de Valette. Voilà. Et si on parle de développement durable et autre chose, kilomètres, gasoil et autres, voilà. Donc l'idée que l'on a aujourd'hui, et je pense que ce travail il est en train de se faire, puisqu'on parle avec d'autres communautés de communes, c'est l'idée de se rassembler. Et je crois que ça, la population comprendra, parce que ça a une signification immédiate. Et puis ce sont des secteurs marchands. Donc on pourrait dire que même si, parce que je pense qu'il ne faut pas se dire qu'on fera baisser les prix, parce que sur ce sujet on pourrait se tromper. Mais je pense qu'on pourrait, sans doute, personne n'y croit. Oui, absolument. Je pense qu'on pourrait simplement, sans doute, imaginer offrir un meilleur service. Je pense que ça c'est important. Vous voyez ça, et c'est là où les rapprochements ont du sens. Rapprocher le développement économique. Oui, certes, c'est possible, mais je m'aperçois que les fiscalités sont différentes, que les pratiques sont différentes dans chaque communauté de communes, et qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas un petit phénomène de concurrence en disant les entreprises, je préfère les avoir chez moi que chez les autres. Bien entendu. La communauté de communes de Valette a été innovante sur ce sujet. Nous venons de voter aujourd'hui, et à l'unanimité, et pratiquement sans la moindre discussion, la taxe d'aménagement aujourd'hui dans les zones industrielles revient à la communauté de communes. Elle ne revient pas à la commune. Par contre, dans le secteur diffus, où effectivement la commune a un rôle, là on reprend 30% de la taxe d'aménagement qu'on remonte à la communauté de communes de toute façon, de telle manière à pouvoir animer le réseau, entretenir les zones, faire le nécessaire pour continuer à progresser avec conséquence sur l'emploi. Toujours. Très bien. Alors, je reviens un petit peu aux régions. Vous savez que depuis quelques heures maintenant, ou quelques jours à peine, il a été voté la réduction des régions. Au lieu de 23 régions qui existaient jusqu'à présent, il va y en avoir 18. Ça pose des problèmes, ça crée des polémiques. Je pense à l'Alsace, dans l'Est. Alors, votre avis sur la question? C'est mieux de réduire le nombre de régions? Le problème, il est différent en fonction des régions. Oui, j'entends bien. La situation n'est pas la même. Bon, vous prenez l'Alsace, la Lorraine, effectivement, là, il y a de fortes identités. Donc là, on voit bien que sans doute, ça va être difficile. Nous, si nous avait rapproché de la Bretagne, par exemple. Alors, j'y viens aussi à ce truc-là. Là, c'est pas le cas. Apparemment, on reste... Vous restez pays de la Loire. Je pense que l'idée de rapprocher ces deux régions aurait eu une certaine intelligence. Parce que l'idée aujourd'hui d'enlever le département de Loire-Atlantique et de le mettre en Bretagne, je pense que ça, c'était pas forcément une très bonne idée. Parce qu'on peut comprendre évidemment que tout le monde ait les yeux de chimène pour ce département, qui est un département riche, innovant. C'est pas ce que disent les rassembleurs, entre guillemets. Ils disent que historiquement, la Loire-Atlantique. Mais c'est pas l'histoire aujourd'hui. Parce qu'il y a une dame qui a habité la duchesse, je sais pas quoi. Oui, d'accord. Mais voilà. Non, mais attendez, c'est pas comme ça qu'on peut être dans l'histoire, mais aussi on peut être aussi dans la modernité aujourd'hui. Voilà, certainement. Je pense qu'aujourd'hui, c'était pas. Je ne pense pas que ça aurait posé problème comme ça a pu le poser dans d'autres endroits. Cela étant, il y a eu des manifestations, y compris dans votre commune, je crois bien, pour cette
unification de la Bretagne. Oui, mais les gens sont plus. Oui, mais ils ils sont plus aujourd'hui sur l'histoire. Ils rapprochent l'histoire, ils veulent revenir à l'ancien temps. Oui. Qui n'a pas de passé n'a pas d'avenir, monsieur. Oui, d'accord. Je crois que c'est Lénine qui dit ça. Mais aujourd'hui, on peut. Je pense pas qu'aujourd'hui ça posera de problème. Je pense que la région, dans notre secteur, fait ce qu'elle doit faire. Notamment, je pense qu'un sujet sur lequel je la trouve très active, c'est le sujet de l'économie, au niveau de l'industrie, parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'on a connu quand même des périodes sans doute un peu compliquées. Il y a eu des mutations qui ont été réalisées, mais qui ont été aussi accompagnées. Je pense que quand même aujourd'hui, avec les grands pôles industriels qu'on a, et puis d'entreprises brillantes, et qui... je pense que malgré tout, ça fonctionne. Bon. Très bien. Alors, on va parler un petit peu maintenant, on va revenir à notre communauté de communes de Valette, dont vous êtes le président, et il y a quelques projets en la matière, je crois. Alors, dans très peu de temps, dans les boîtes aux lettres de tous nos habitants, on va distribuer notre projet de mandat. Alors, on a mis 6 mois pour l'élaborer, ça peut paraître long, mais c'est pas si long que ça, parce qu'en fait le projet... Ça dépend des projets. Voilà, non mais l'ensemble des projets du mandat. Oui. Pourquoi ? Parce que tous ces projets-là ils ont vu naissance d'abord premièrement dans la continuité du mandat, parce que tout ne s'arrête pas et on ne recommence pas de nouvelles choses. Il y a des choses qui étaient engagées et il faut absolument les continuer. Mais aussi, c'est la création des nouveaux conseils municipaux, donc par de fait, les nouvelles commissions. Donc il a fallu travailler autour de ces commissions, et puis compiler tout ça, puis voir dans quelle mesure les choses sont possibles, parce que c'est aussi quelque chose d'important. Donc on va distribuer notre document dans très peu de temps, au début décembre, et compétence par compétence, et les gens verront dans quelle situation nous sommes, et puis vers quoi nous souhaitons aller. Nous souhaitons aller. Ça sera un cadeau de Noël, c'est juste pour Noël. Écoutez, c'est un cadeau de Noël, oui, si on veut. Espérons que ce sera pris comme ça par la population. Écoutez, moi je l'espère. En tout cas, on a la volonté d'avancer, de proposer un certain nombre de choses. Moi, je pense qu'il y a des choses qui... Moi, il y a une chose qui me tient à cœur, par exemple le regroupement qu'on pourrait imaginer sur la petite enfance. Je pense que je suis très intéressé à la réussite de ça, parce que c'est quelque chose qui a du sens pour la population. Et puis aussi une organisation, c'est-à-dire que je souhaiterais aussi qu'on puisse mettre sous la même coupole, si vous voulez, les dispositifs. C'est-à-dire que les dispositifs aujourd'hui de garde d'enfants, ce sont les assistantes maternelles qui sont à domicile, puis aujourd'hui les assistantes maternelles qui se regroupent, vous savez, sous des maisons d'assistantes maternelles, et puis le dispositif aujourd'hui public, qui aujourd'hui est soit communal, c'est le cas pour Valette et la Chapelle-Lin, et puis intercommunal. Et nous, l'idée, ce serait sans doute que, je pense qu'on est bien parti pour le faire, c'est qu'on puisse regrouper notamment nos 3 dispositifs publics sous un seul dispositif, permettrait je pense, de mieux travailler, de faire partager aussi le personnel. Un exemple, par exemple, de garder un des 3 dispositifs ouvert l'été, qui n'est pas le cas aujourd'hui, et puis de nous rapprocher aussi des maisons d'assistants maternelles, où je pense que là aussi, ce sont les entreprises individuelles. Je pense qu'en aucun cas, mais en aucun cas notre volonté n'est de les remplacer. Mais je pense que notre rôle à nous, communautés de communes, à travers nos services, ce serait d'organiser, de fédérer, d'assister les gens. Je pense que c'est quelque chose d'important. Très bien. Et alors, juste pour finir notre propos, en tout cas, on a eu quelques illustrations et quelques explications qui me paraissaient nécessaires en ce qui concerne cette réforme territoriale et ce territoire d'ailleurs. Pour finir, nous sommes dans un pays de vignoble, vous le savez bien. Quel est selon vous l'avenir de la viticulture, l'avenir du vignoble dans notre beau pays, notre belle communauté de communes? Je crois d'abord, premièrement, il faut se dire une chose, c'est que la consommation de vin a baissé et qu'il faut prendre ça en compte, parce que quelque part, la production est forcément impactée. On peut pas dire le contraire. Et qu'aujourd'hui, on est plutôt dans du vin plaisir et pas dans le vin qu'on sert à table tous les jours. Donc ces volumes-là ont disparu, bien sûr. Aujourd'hui, on est plutôt dans des critères de qualité. On est d'accord qu'aujourd'hui, nos viticulteurs font des efforts énormes sur le sujet. Et puis, dans les modes de distribution qui ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, on a
le négoce d'un côté, et puis les viticulteurs de l'autre côté. Mais les viticulteurs aussi, à une époque, ils étaient dans un monocépage, ils ne vendaient qu'un vin. Voilà. Donc aujourd'hui, l'effet de catalogue n'existait pas. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, ceux qui se sont mobilisés pour créer de nouveaux produits, pour faire un certain nombre de choses qui vont séduire. On a obtenu des résultats, je pense. Hein, et je pense que ces gens-là, aujourd'hui, ont du résultat. Oui, et surtout la qualité, c'est important. La qualité, c'est quand même bien amélioré. Hein. Rappelez-vous du vin des années 60. Oui. C'était bon pour faire cuire les moules, cela dit. Voilà, exactement. Et aujourd'hui, c'est bon pour déguster. Absolument. Merci, Monsieur le Président. Merci, Pierre-André Perroin. Je vous rappelle que nos téléspectateurs, que vous êtes le président de la communauté de communes de Valette. Et puis maintenant, nous allons recevoir notre dessinatrice Joëlle Baron qui s'agite. Vous avez peut-être entendu du bruit tout à l'heure. Elle s'agite avec ses crayons, mais maintenant vous allez faire sa connaissance physique. Voilà. Bien, Joëlle Baron, bienvenue sur notre télévision. Vous exercez le métier de dessinatrice. Oui. Ou de dessinateur, comme on veut. Dessinatrice. Oui, féministe, c'est bien. Oui. Et puis, dites-moi, nous étions à l'instant en présence du président de la communauté de communes de Valette, et vous vous agitiez fortement d'ailleurs. Oui. Et oui, mais c'est très bien. Et pendant que nous discutions, et vous avez eu le temps de faire un petit croquis. Un petit croquis de M. Pierre-André Perroin, que voici. On va faire voir ça à notre caméra. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur le Président? C'est ressemblant, hein, ça peut être. Oui, bon, voilà. Hein. Alors, voilà. Bien, ça, c'est pour l'anecdote. Joëlle Baron, vous êtes donc dessinatrice et vous avez exercé votre talent en illustrant des livres, notamment. Des livres et beaucoup d'autres choses aussi. Par exemple. Par exemple, oui. Vous voulez savoir comment on fait? Oui, ce serait bien. Comment on fait pour démarrer, pour avoir été pendant de si longues années dessinatrice? Eh bien, au départ, il n'y a rien. Il y a juste un crayon, quand même? Non, il y a un carton rempli de dessins. Il n'y a que ça. Alors après, comment on fait? On est modéliste dans une petite maison de la région choletaise. Ensuite, on trouve un emploi dans une entreprise qui fabrique des décors de tissu. Vous savez, les t-shirts, les chemises de nuit et tout un tas d'autres choses. Oui. Non, je ne sais pas bien, mais maintenant je sais, oui. Les chemises de nuit, les t-shirts. Ensuite, ça c'était avant. Ensuite, on devient indépendante, heureusement, parce que la mode, c'est complètement... on devient indépendante, on se diversifie dans l'illustration de la carte de vœux carterie. D'accord. Heureusement. Alors j'en ai une, je vous interromps, j'en ai une parce que c'est tout à fait d'actualité. On parlait de Muscadet tout à l'heure. Alors voilà donc une de vos œuvres qui concerne le Muscadet. Muscadet. Et puis bientôt Noël. Voilà. Ça, on n'en fait plus de ça, c'est trop cher maintenant. D'accord. C'est très joli, vous pouvez nous faire voir. C'est trop cher. Oui. C'est trop cher. Bon, comme ça. Ça c'est pour Noël, bon. Ça aussi, c'est trop cher, on n'en fait plus parce qu'il y a un système de découpage spécial qu'il faut trouver, voilà, qui est très intéressant pour la dessinatrice de trouver toutes ces astuces. Et puis, voilà, ça, c'est le secteur de la carterie. Je vois bien, en effet. Oui. C'est le secteur de la carterie qui a été pendant un temps très 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 porteur. Maintenant, les éditeurs de la carterie ont beaucoup diminué. Là où il y en avait 100, il n'y en a plus que 10. Et là où il n'y en a plus que 10, maintenant il n'y en a plus que 5. Qui diffusent bien sûr au niveau européen. Parce qu'autrement, ça ne nourrit pas son artiste, vous comprenez? Voilà. J'allais vous poser la question. Ben oui, justement. Alors vous avez eu faim longtemps dans votre vie, alors en quelque sorte, non? Vous avez manqué d'appétit, non? À cause du manque de revenus, non? Tout de même pas.
Vous avez comment vécu, je veux dire? Ah mais attendez, oui, c'est ce que je veux vous expliquer. Parce que Voilà. comment on fait quand on est seul avec son enfant pour assurer le quotidien, hein, toujours, hein, eh bien on se débrouille d'abord pour avoir plein de dessins, des bons, et on se débrouille pour avoir d'excellents contrats avec des maisons d'édition. Et surtout, on les honore. Alors, on a des contrats et on travaille avec jubilation pendant 12 heures par jour, monsieur. Avec jubilation. Bah écoutez, s'il y a des patrons qui nous écoutent, ils devraient vous embaucher parce qu'ils Non, doivent être ravis. Ça va, bon. Non, ça va. Alors, moi, je voudrais vous parler d'édition. Des livres maintenant. Des livres parce que Oui, vous avez travaillé avec beaucoup d'éditeurs. J'en vois un ici qui est assez sympathique. Voilà. C'est aux éditions Héros de Molévrier. Molévrier, dans le Maine-et-Loire, c'est ça. Maine-et-Loire. Voilà. Hein. Voilà, vous avez ça à la caméra. Très bien. Alors, comment ça se passe avec les éditeurs? Parce qu'ils sont très près de leurs sous, les éditeurs, vous savez. Alors, ça n'est pas Parfois, du tout pareil, les éditeurs pour la carte de vœux et les éditeurs pour le livre. Je parle du livre. Celui-ci, comment ça se passe avec les éditeurs? Oui, ça se passe bien, pas bien. Ah oui, très très bien. Ils vous donnent quoi? 2%, 1%? Non? Ah non, non, bah, là, je vais être payé de mon travail. Bon, ben c'est une bonne nouvelle. Oui. Hein, voilà. Alors, à part les éditions Héros, vous en avez d'autres d'éditeurs, je crois, sur la Bien, région j'ai travaillé pour les éditions Lapart et les éditions Lapart, ça c'est vieux, et les éditions Saint-Léger. Oui, Saint-Léger, c'est près de Saumur, ça, non? Saint-Léger, Dans le c'est à Maine-et-Loire. Saumur. Ouais, oui, C'est à Saumur. Édition Saint-Léger, dont le directeur s'appelle Jean-Louis Giard. Édition Saint-Léger, je fais des petits contes, des petits contes pour enfants, quoi. Très bien. Ça aussi, qui honore les valeurs de la famille. Et puis ça, ce sont des recueils de dessins. D'accord. Voilà, ce sont des recueils de dessins. J'en ai presque plus, il y en a presque plus. Très bien, mais c'est joli comme tout. Oui, ce sont des recueils de dessins. Et puis, ça maintenant, je m'amuse. Là, c'est un projet qui s'appelle Comme un verre, mais je m'amuse. Comme un verre. J'ai pas encore fini le texte. J'espère trouver un collègue auteur du texte. Très bien. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur TV Sévres-Maine. Nous avons enregistré cette émission à la Petite Auberge de Mousillon. Merci à tous les deux. Merci Monsieur le Président. Merci Joël Baron. Vous avez un joli prénom entre parenthèses. Et puis merci à tous de votre attention.